Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours, on commence par une page de notre actualité et on évoque les sujets qui vous concernent. Notre dossier du jour est consacré aux salariés qui suffoquent. Le monde du travail est lui aussi exposé aux risques liés aux fortes chaleurs avec des obligations des employeurs vis-à-vis de leurs salariés. L'an passé, 7 personnes sont décédées dans un cadre d'accident du travail liés à la chaleur. Alors comment s'adapter au réchauffement climatique? Quelles sont les obligations des employeurs? Comment connaître et comprendre ces droits et ses devoirs en entreprise, comment ne pas se mettre en danger tout en continuant à faire tourner le pays? Eh bien, on essaye de répondre à toutes ces questions et on le fait bien sûr avec nos invités en plateau dans une minute. En culture, le procès des auteurs, une idée géniale à l'initiative de la conférence Olivain et du théâtre de poche. 2 procès théâtralisés où écrivains et personnages de la littérature sont sur le banc des accusés de l'art de vivre, enfin comme tous les mercredis, avec une proposition qui vient titiller vos sens. Des dîners œnologiques organisés dans un écrin autour de vignerons engagés et passionnés, le tout accompagné évidemment d'une très bonne cuisine traditionnelle française. On vous en parle en fin d'émission. Face à la canicule et aux températures élevées, il peut être de plus en plus difficile pour certains salariés de travailler dans de bonnes conditions. Selon les métiers, certains sont évidemment plus exposés que d'autres à des risques liés à ces fortes chaleurs. Pour la ministre du Travail, il va falloir que les entreprises jouent le jeu pour protéger leurs salariés. Je vous propose qu'on l'écoute, c'était sur RMC. On arrive maintenant à quelque chose où les canicules arrivent beaucoup plus tôt, beaucoup plus longues, beaucoup plus intenses et beaucoup plus fréquentes. Et donc il faut adapter effectivement le monde du travail. En fait, on est en train de passer d'une logique d'incitation à une logique d'obligation patronale pour pouvoir être dans la prévention du risque chaleur. D'autre chose, c'est qu'on est en train d'introduire la chaleur comme un risque professionnel. Et donc ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que en fonction de la gradation, on vous parlait beaucoup des alertes jaune, orange, rouge de Météo France, les obligations sont renforcées sur les aménagements horaires par exemple. Les mots de la ministre du Travail qu'on va évidemment éplucher, décrypter en plateau avec nos invités. Céline Malaisé, vous êtes présidente du groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France, accompagné de Yoann Sibyl. Vous êtes avocat en droit du travail et avec nous en visio Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE, puisqu'évidemment on va aussi parler des indépendants. J'ai beaucoup utilisé le terme de salariés, mais c'est évidemment tous ceux qui travaillent qui sont concernés. On revient évidemment sur les mots de la ministre Astrid Panosyan-Bouvet, la nécessité de passer d'une logique incitative à une logique plus coercitive, d'obligation patronale. On n'y est pas vraiment, si on se parle sérieusement. Non, alors peut-être qu'elle y pense, mais dans les faits, ça n'existe pas. Le dernier décret gouvernemental qui s'applique à partir du 1er juillet est plutôt incitatif. En réalité, il est sans portée réelle, à mon sens, et donc il a une certaine inefficacité qui est avérée. Il y a des recommandations très officielles, on va pouvoir peut-être y revenir. Bien sûr. L'OMS, par exemple, dit, donc l'Organisation mondiale de la santé dit que les recommandations officielles sur les températures pour pouvoir avoir des conditions de travail acceptable, c'est entre 16 et 24 degrés. Et ensuite, il y a un Institut national des risques professionnels qui dit que sur la question du travail physique, c'est pas au-dessus de 28 degrés Celsius, et puis du travail sédentaire pas au-dessus de 30 degrés Celsius. Mais ça, il n'y a pas de seuil en fait qui est posé par le décret gouvernemental de seuil de température. Donc on parle plutôt des pics caniculaires, vraiment des périodes de très forte chaleur, c'est ça? C'est ça. Puis elle met ça en corrélation en fait avec les couleurs de Météo France, jaune, orange, rouge. Ça ne veut pas dire que quand c'est vert pour certains types de métiers, on n'est pas dans des situations en fait où le travail et la chaleur est beaucoup plus importante. Il y a évidemment des professions et des métiers qui sont plus compliqués et qui ont des conditions de travail qui déjà sont des facteurs de risque aggravants. On y reviendra évidemment dans l'émission. On dit aux entreprises, demain, l'idée c'est de leur dire vous n'avez plus le choix. C'est ce qu'on comprend, en tout cas, de la volonté de la ministre, de leur dire vous n'avez plus le choix, il faut construire une politique au travail qui intègre ce risque chaleur. Oui, alors c'est effectivement ce qui est dit, mais je veux quand même, alors j'apporte une vision juridique, mais jusqu'à présent, on ne peut pas dire non plus qu'il n'y avait rien. On va dire que le risque chaleur en lui-même n'était pas
expressément indiqué dans le Code du travail, puisqu'on prenait en compte le risque du froid, mais pas la chaleur. Aujourd'hui, il le sera. Oui, mais par contre, ce qui existait déjà et qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'obligation de sécurité, c'est-à-dire l'obligation de protection des salariés pour l'employeur. C'est une obligation générale et l'employeur doit tout mettre en œuvre pour protéger la santé physique des salariés. Donc on pouvait quand même considérer qu'il y avait quand même déjà un cadre global, mais qui effectivement est très global. On va dire que là, cette fois-ci, on prend en charge le sujet. Il y a quand même des obligations, vraiment des dispositions impératives, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a également une liste qui n'est pas exhaustive, on va dire, de mesures de prévention dans laquelle l'employeur peut piocher. C'est un peu comme ça qu'on peut voir les choses. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de guide, de carnet de route qui est laissé aux entreprises ? Ça va un peu plus loin quand même qu'un carnet de route. Ça va plus loin qu'une recommandation. Mais vous avez une liste dans laquelle on peut piocher. En fait, l'idée, c'est que l'employeur doit s'adapter, doit adapter à la situation et peut utiliser différentes mesures. Pour que ses salariés travaillent en sécurité. Alors, voilà. Et alors, c'est très important le mot que vous venez de donner. Parce que pour moi, c'est ça qui est important. On n'est pas dans une notion de confort, mais de sécurité. Parce qu'on peut être inconfortable, on peut avoir un peu chaud, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en sécurité. Oui, parce que quand vous parliez tout à l'heure des normes de l'OMS, vous évoquiez ces seuils dont je n'ai plus souvenir exact, jusqu'à 24 degrés. On peut en effet travailler au-delà de 24 degrés, en tout cas quand on fait du travail de bureau. Oui, après, l'Institut national des risques professionnels est beaucoup plus précis en réalité. Et puis après, ça dépend du type du travail. Évidemment. Quand on travaille dans le BTP, par exemple, évidemment... Ça peut devenir parfaitement insoutenable. L'INRS parle de 33 degrés. Là, on est au-delà du danger. Là, on est en danger, au-delà de 33 degrés. Donc, il n'y a toujours pas de température qui est mentionnée dans la loi. Oui, c'est ça. C'est juste l'échelle, la fameuse échelle dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est utilisée. Voilà. Marc Sanchez, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans la prise en compte de ces risques liés à la chaleur, que ce soit bien sûr pour les indépendants que vous représentez, mais aussi pour les TPE ? Écoutez, comme l'interlocuteur précédent l'a souligné, on est avec le décret du 1er juillet dans un dispositif qui est quand même beaucoup plus clair dans les obligations, puisque maintenant c'est devenu des obligations liées à la mise en place par l'employeur effectivement de mesures d'adaptation dans le cadre des fortes canicules. Donc on va dire que le décret en lui-même sur ce sujet-là donne quand même des éléments d'information et des obligations quelque part à faire qui sont quand même beaucoup plus clairs. Ce qu'il faut savoir quand même aussi, pour rebondir un petit peu sur ce qui était dit précédemment, c'est que ces dispositifs dans nos entreprises, ils existent déjà depuis un certain temps. Alors bien évidemment, il y a des entreprises qui les mettent moins en œuvre, alors souvent par méconnaissance d'ailleurs, parce que c'est jamais volontaire, vous l'avez souligné tout à l'heure, souvent dans les TPE, le chef d'entreprise, il travaille avec ses salariés, donc il est déjà dans des mises en place de dispositifs d'aménagement des temps de travail, de repos beaucoup plus importants, de mise à disposition aussi de vêtements qui soient adaptés, de prévention, d'information, etc., etc. Ce que met en place aujourd'hui ce décret, c'est à la fois une obligation de faire et aussi, il faut le souligner, des sanctions pour les entreprises qui ne le font pas. Et c'est là qu'est la nouveauté. Et les sanctions, en fait, elles sont codifiées maintenant. Elles sont relativement importantes. Elles sont de 3 niveaux. La première, c'est la saisine possible de l'inspection du travail. La deuxième, c'est la possibilité pour le salarié d'exercer son droit de retrait. Et enfin, pour finir, c'est une possible amende qui va jusqu'à 10 000 € par salarié, qui peut être triplé en cas d'éventuelle récidive, et par ailleurs aussi, ça peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Donc je vous dirais que de ce point de vue-là, le cadrage dans le cadre du dispositif, il est quand même bien mis en place. Alors justement, vous parlez des sanctions, c'est important qu'elles existent puisque c'est une manière évidemment de garder la main pour les salariés. Est-ce qu'effectivement, quand on est salarié aujourd'hui, on pense nécessairement à saisir les tribunaux, à aller chercher à ce que l'inspection du travail vérifie les conditions de travail dans lesquelles on est ? C'est difficile, évidemment. Je ne pense pas que ce soit le cas actuellement. Effectivement, déjà, le droit de retrait est très méconnu et compliqué à mettre en œuvre. Qu'est-ce que le droit de retrait pour ceux qui nous écoutent ? Voilà, droit de retrait, c'est en cas de danger grave et imminent, c'est les termes, la possibilité en fait de s'absenter, hein, tout simplement du travail. Est-ce que c'est la même chose qu'un abandon de poste ? Non, normalement, c'est pas un abandon de poste. Mais si le droit de retrait, le retrait est considéré comme injustifié in fine, ça peut être considéré comme un abandon de poste. Donc c'est quand même très risqué. Donc moi, je veux pas inciter les salariés à faire ça. C'est dans des cas extrêmes. Vraiment cas extrêmes. Voilà. Ce que moi je voulais juste dire, c'est que la chaleur, elle accentue le risque d'accident du travail. C'est ça le vrai sujet.
hein, à mon sens, c'est-à-dire les malaises, les mains moites, etc., avec les machines, les choses comme ça, et qui là peuvent aboutir à des graves dommages, voire à la mort de certains salariés. Et là, dans ce cas-là, les sanctions, elles sont très importantes parce que vous avez la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Qui est engagé. Voilà, vraiment. Et également ce qu'on appelle la faute inexcusable, etc. Donc ce sont des dommages et intérêts assez importants. Donc c'est ça, à mon sens, le vrai risque. Un dernier point juridique sur ce sujet de faire de la chaleur un risque professionnel à part entière. Qu'est-ce qui est un risque professionnel dans le cadre de la loi aujourd'hui, si on ne parle pas de la chaleur? Quels sont les autres risques professionnels? Plein de choses. Est-ce qu'on peut donner Covid, par exemple. Le Covid, d'accord. Voilà. Les poussières, les risques mécaniques, se couper un doigt. C'est uniquement des choses qui sont liées à la santé, à la sécurité directe. Et la santé mentale aussi. Santé mentale, santé physique, santé mentale. D'accord, donc c'est finalement une sorte de cartographie des risques auxquels on vient ajouter cette question de la chaleur. Je ne vous le fais pas dire, parce que vous avez, sans rentrer dans les détails, vous avez ce qu'on appelle un document unique d'évaluation des risques qui doit être fait dans toutes les entreprises pour répertorier les risques, les classifier et adopter des mesures. Donc là, on rentre en plein là-dedans. On doit rajouter, je le dis aux employeurs, n'oubliez pas de rajouter dans votre document unique ce risque chaleur, qui généralement n'y est pas. Alors depuis le 1er juillet, un certain nombre de mesures en vigueur, l'adaptation des horaires de travail, la mise à disposition de ventilateurs et brumisateurs, des équipements de protection quand c'est nécessaire, une mise à disposition d'eau fraîche. Ça concerne tous les secteurs ? C'est censé concerner tous les secteurs, ça doit concerner tous les secteurs, mais ce n'est pas suffisant en réalité. Sur le décret dont on a parlé, en fait, il ne peut être activé en réalité que si l'employeur reconnaît l'existence du risque. En ce moment. Ça veut dire quand même que vous avez des salariés qui peuvent être dans des situations où ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui refusent de reconnaître qu'on est dans des situations particulières avec des pics de chaleur, des pics de canicule comme on a connu et comme on connaît ces derniers jours. Il y a des collectivités territoriales qui sont des employeuses. Il y a l'État qui est un grand employeur. L'État a fait une réunion dimanche soir en catastrophe pour planifier la semaine dans les écoles. Il y a du personnel dans les écoles, il y a des élèves aussi. Et là, ça n'a pas été anticipé, on l'a vu avec les fermetures de classes. En réalité, c'est qu'on sait que ces situations vont avoir tendance à se multiplier, qu'elles vont être avec des pics beaucoup plus importants. Et il faut aujourd'hui planifier et s'adapter de manière préalable. On ne peut pas faire les choses à la dernière minute. Dans les établissements scolaires, par exemple, c'est caniculaire, réellement. Peut-être qu'on pourrait imaginer dans le droit du travail d'ajouter une possibilité aussi pour les parents, en cas de très forte chaleur, de pouvoir rester à la maison avec leur enfant. Ça protège les enfants, ça protège aussi le personnel. Et puis, pour ça, il faut qu'à la maison, les conditions soient meilleures qu'à l'école. Ce n'est pas toujours le cas. En réalité, c'est un projet global d'adaptation de la société. Oui. Voilà, c'est un projet global. Il faut parler de la question du logement, il faut parler évidemment de la question du bâti, de manière générale, du bâti des écoles. On sait qu'on n'est pas en rendez-vous sur la question de l'isolation, par exemple. Bien sûr. Voilà, parce que quand on se rend au travail, c'est aussi un moment difficile, quoi. Voilà. Une réaction sur les écoles et l'emploi public. Juste avant, sur la question de l'eau, parce que pour moi, c'est une des deux mesures qui, là, par contre, sont obligatoires dans le décret. D'accord. C'est que, autant on devait mettre à disposition de l'eau avant, mais maintenant, c'est de l'eau fraîche. C'est une petite précision, mais elle a son comme importance. Ça, mais qui peut avoir son importance dans certains secteurs. Qu'est-ce qui est considéré comme de l'eau fraîche? Alors, c'est une très bonne question. La loi ne peut pas toujours aller aussi loin que ça, mais en tout cas, voilà, elle doit être fraîche. C'est une des mesures obligatoires. Est-ce que c'est quelque chose auquel sont sensibles, Marc Sanchez, les indépendants et les TPE? Est-ce que ça change suffisamment les choses, en tout cas pour ces périodes qui sont, on le répète évidemment, particulières et ces pics caniculaires qu'on a pu connaître et qu'on vit encore ces jours? Ça ne les change pas, ça fait simplement que clarifier une situation. Je pense que c'est important au niveau de nos entreprises, effectivement, qu'elles le soient. Ça donne aussi des axes de travail et d'aménagement. La mise en place de dispositifs, effectivement, alors qui parfois, dans certaines mesures, je pense notamment à tout ce qui est, par exemple, protection des locaux, avec la possibilité de mettre en place effectivement des climatisations de manière beaucoup plus importante, des brumisateurs, des ventilateurs, aussi le fait de changer parfois l'agencement des postes de travail dans les entreprises. Donc là-dessus, effectivement, c'est des dispositifs qui sont intéressants. Alors, comme a souligné l'intervenant tout à l'heure, effectivement, il y a déjà des documents, je pense au document unique des risques du personnel, dans lequel le risque chaleur, et nous, on insiste beaucoup auprès de nos adhérents justement pour qu'ils puissent l'intégrer de manière à ce que ça soit codifié et qu'on rentre dans des systèmes où on va pouvoir anticiper maintenant ces périodes de forte canicule qui vont être de plus en plus chroniques. Donc oui, de ce point de vue-là, il y a cet aspect positif. Celui qui est un peu moins, effectivement,
c'est le côté sanction qui est lié derrière, parce qu'il a un côté un petit peu négatif et il peut mettre quelque part en alerte négative nos dirigeants. Mais bon, je pense que dans l'absolu, la mise en place de ce décret à travers tout ce qui a été dit, pour une partie, ce sont des mesures qui sont déjà mises en place dans nos entreprises. Pour une autre, effectivement, ça va obliger nos entreprises à s'adapter et à pouvoir continuer leur activité avec comme unique souci la préservation de nos salariés. Quant à ce qui a été souligné tout à l'heure, et c'est important de le dire aussi, c'est vrai qu'on peut considérer aussi que l'État est un mauvais employeur et qu'il pourrait peut-être s'inspirer effectivement des obligations qu'il nous donne. Ça pourrait être pas mal. On va continuer à parler de pénibilité du travail et de ces métiers exigeants en extérieur pour certains qui nécessitent un effort physique. On comprend bien que c'est pour ces personnes que c'est le plus difficile de traverser ces pics de chaleur. Est-ce qu'il y a des dispositions spéciales qui sont prévues, qui sont envisagées? Alors, je peux juste répondre sur le BTP, peut-être. Oui. Alors, le BTP, il y a quelque chose quand même d'assez récent. Ça ne date pas de là, mais il y a quelques mois. Maintenant, si l'employeur est dans l'obligation d'arrêter un chantier, il peut être pris en charge en activité partielle, comme pendant le Covid. Donc ça, c'est quand même très spécifique. Donc c'est une manière de soutenir le secteur. Mesure. Oui, c'est une vraie mesure qui, à mon sens, a un sens. A été aussi intégré dans le BTP le fait que la question de la forte chaleur entre, mais en fait, ça peut aussi s'accompagner d'une perte de revenus pour les salariés. C'est-à-dire ça veut dire que si le chantier s'arrête, en réalité, ça peut être une perte de revenus pour les salariés. Donc il faudrait aussi... Quand on est salarié, on est impacté on peut être impacté sur sa fiche de salaire. Donc ça veut dire que, évidemment, ça n'est pas tolérable parce qu'en réalité, c'est une cause qui est exogène, en réalité. Qui ne dépend évidemment pas de la volonté du salarié. Et, évidemment. Donc, par exemple, la CGT explique que le droit de retraite devrait plutôt être à renforcer sur certains chantiers pour ne pas être dans des situations en fait, où il y a des pertes de salaire qui sont causées par cette nouvelle disposition qui est bien, mais qui ne va pas assez loin non plus. Et j'aimerais qu'on écoute ce qui est mis en place chez Vinci, par exemple, puisque ça nous donne une idée de ce qui est mis en place concrètement dans les entreprises. Et on écoute Christophe Burle. On met des fontaines d'eau rafraîchissantes, ils ont des packs d'eau à disposition pour pouvoir s'équiper. Le plus chez Vinci, c'est que nos équipes sont aussi équipées de vêtements qui sont Cool Climate. Ça veut dire qu'ils s'adaptent aussi à la chaleur, qu'ils laissent respirer. Ça permet de s'adapter un peu plus. Et là, cette semaine, on est vraiment en très forte canicule. On a aussi adapté les horaires, on ne travaille pas plus de 6 heures par jour. Parce que passé 11h30 midi, la température elle est plus tenable, donc on fait une pause à ce moment-là. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont très concrètes, qui sont mises en œuvre pour soulager ceux qui travaillent dehors. Quand on parle par exemple des horaires décalés, de l'adaptation des horaires de travail, est-ce que c'est quelque chose qui doit être demandé par les salariés? J'imagine que dans un monde rêvé, non, c'est l'entreprise qui est pourvoyeuse de solutions et donc qui doit proposer, j'imagine, des horaires aménagés. Là, Christophe Burle le dit, à partir de 11h30 midi, la température n'est plus tenable. Ça veut dire qu'on commence beaucoup plus tôt? Pourvoyeuse de solutions, c'est pas forcément l'employeur. Ça peut être la collectivité des salariés par le biais du CSE, par exemple. D'accord. C'est ça aussi son rôle. Mais ça peut mettre plus de temps à être mis en œuvre, non? La question, c'est pas de pourvoyeuse de solutions, c'est qui décide. Et qui décide, effectivement, ça reste toujours l'employeur. Clairement, qu'il y a une marge d'appréciation importante, puisqu'il peut choisir les mesures de prévention, mais il assume aussi les risques derrière, si jamais ils se concrétisent. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que ce soit davantage codifié. Il faut qu'il y ait des seuils de température, des interdictions. Il faut aussi qu'il y ait un renforcement de l'inspection du travail pour pouvoir aussi avoir une possibilité de contrôle en réalité. Donc là, il y a une forme de vide juridique, peut-être de flou. Il y a un flou parce que la situation est une situation... Antérieurement, la situation était différente. Aujourd'hui, il faut vraiment adapter le code du travail aux canicules. Voilà, parce que les canicules tuent. On est en train de progresser, ça va sûrement pas assez vite parce qu'en fait le réchauffement climatique va beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait auparavant, mais il faut aujourd'hui adapter le droit du travail partout. On pourrait peut-être en parler deux secondes du télétravail. Bien sûr. Parce que là, clairement, dans un cas comme ça, il n'y a pas de droit au télétravail ponctuel. C'est là encore... c'est encore à la discrétion des entreprises et donc de leur politique relative au télétravail. Même si alors, sauf si une disposition interne le prévoit, un accord d'entreprise par exemple, mais sinon c'est l'employeur qui décide. Après, il faut se poser la question, est-ce qu'on sera mieux chez soi? Mais vous avez parlé des transports tout à l'heure, c'est vrai que c'est important en tout cas. Il y a la question des transports, alors surtout dans des grandes métropoles qui sont des îlots de chaleur où c'est vraiment extrêmement difficile, où la réfrigération des transports ne va pas suffisamment vite non plus. Et puis après, il y a la question du logement, parce que si on vit dans une bouillarde thermique, en réalité, télétravailler, c'est pas forcément une bonne idée. Très compliqué. Bien sûr. Après, ça rejoint la problématique vestimentaire.
ça, c'est-à-dire que chez soi, on peut s'habiller, on va dire, de manière plus légère. On peut télétravailler en maillot de bain. Oui, au travail, c'est beaucoup plus compliqué. Au travail, ça rejoint une autre thématique, mais effectivement, vous n'avez pas une liberté absolue vestimentaire quand même, puisque l'employeur peut restreindre votre liberté vestimentaire par rapport à la clientèle et à l'hygiène, etc. Enfin, voilà, donc c'est aussi à prendre en compte. On voit à quel point c'est un sujet à tiroir. Mais en fait, c'est global. Voilà, il faut que la société prenne conscience que le réchauffement climatique est présent et qu'il faut s'adapter. J'ai écouté Emmanuel Macron qui veut par exemple raccourcir les vacances scolaires. Ça pose des vraies difficultés pratico-pratiques. Voilà, comment on fait pour assurer la sécurité des enfants et des personnels de l'éducation nationale au cœur de l'été. Voilà, au-delà de allonger le temps de travail, évidemment. Bien sûr, si on reste uniquement sur ce sujet de la chaleur et des risques. En réalité, ça devrait être une matrice, un déterminant fondamental dans l'organisation des sociétés aujourd'hui. Sachant qu'à mon sens, il ne faut quand même pas oublier un truc, c'est que les performances du salarié sont intimement liées à ses conditions de travail. C'est enfoncer une porte ouverte. On est forcément moins performant quand on est dans des pics caniculaires comme ceux qu'on connaît. Si on n'est pas en sécurité ou si on n'est pas confortable dans son travail, on est forcément moins performant. Et donc c'est l'entreprise au final qui est perdante. Donc je pense que l'entreprise doit en tenir compte, c'est sûr. Et puis il faut aussi jongler avec les contraintes qui peuvent être nombreuses à Paris, notamment pour les boulangers. Je vous propose qu'on écoute Frédéric Letellier, responsable de la boulangerie La Flûte de Meaux à Paris. On ne peut pas mettre de groupe pour alimenter une climatisation, parce que ça serait dans la cour, à l'extérieur, ou dehors dans la rue. On ne peut pas, à Paris, on a des difficultés avec la place. Donc on a équipé toutes les fenêtres avec des grilles, et comme ça on a un petit courant d'air permanent. Donc dès qu'il y a de l'air, on en bénéficie. Marc Sanchez, là ce qu'on voit c'est clairement du système D. Ah bah oui, carrément, même oui. Oui, je confirme, c'est du système D, oui. Si vous voulez, pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment sur la codification, la réglementation, etc., il faut rentrer aussi dans un système qui ne soit pas sclérosant. C'est-à-dire que si on prend par exemple un seuil ou un niveau par exemple de température, ça peut être un élément indicatif intéressant. La question c'est de savoir derrière ce seuil, est-ce que l'activité économique va s'arrêter et s'arrêter totalement? Est-ce qu'on aura aussi pour l'employeur la facilité d'adapter les horaires? Alors comme cela a été spécifié tout à l'heure, effectivement, dans le cadre d'une entreprise qui a un CES, ça peut s'envisager, ça peut se négocier. Après, on est sur la mise en application effectivement, de mesures qui sont quand même des mesures de bon sens. Un employeur n'a pas envie de tuer à la tâche ses salariés sous une température de 40 degrés. Donc, il faut aussi rester, à mon sens, un peu plus mesuré dans la codification. Je pense que c'est très important de mettre en avant effectivement des éléments de formation et d'information de nos salariés. Et puis par ailleurs aussi de garder quand même une ligne directrice qui soit, on va dire, notamment sur, vous parliez du BTP tout à l'heure, en évoquant effectivement les entreprises qui peuvent bénéficier notamment des congés intempérés dans le BTP. Il faut savoir que ce dispositif, donc qui peut être applicable d'ailleurs pour des fortes températures, ce dispositif pour des entreprises de moins de 5 salariés, il n'est pas applicable. Vous avez l'exemple de votre boulanger tout à l'heure. Effectivement, s'il arrête son activité, il ne va pas produire de pain. Donc il va y avoir une espèce d'effet domino derrière qui va entraîner des contraintes, des difficultés. Donc je pense qu'il faut avoir une vision qui soit à la fois effectivement la mise en responsabilité du chef d'entreprise en tant que tel et le fait qu'il doit continuer, voire même développer, s'adapter, parce que ces périodes vont avoir tendance effectivement à se développer et vont être de plus en plus importantes. Mais il ne faut pas rentrer non plus dans un système qui soit complètement sclérosant et tétanisant pour le chef d'entreprise qui, au bout d'un moment, va plus faire grand-chose parce que les contraintes risquent d'être trop importantes aussi. Vous avez raison de parler de sujets à tiroir. C'est vrai qu'on se rend compte à quel point c'est complexe et ça dépend évidemment à chaque fois de la nature de l'activité de l'entreprise, de la nature de l'entreprise elle-même. Sujet qui n'est pas à prendre à la légère puisque 7 personnes sont décédées d'accidents du travail liés à la chaleur l'an passé, en 2024. Des chiffres qui sont sous-estimés si on en croit Guillaume Boulanger de Santé publique France. Il s'est exprimé sur le sujet le 1er novembre 2024 dans les colonnes du Monde. Le nombre de décès est clairement sous-estimé. Les cas identifiés ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Ça peut donc être des risques aggravants, on en a parlé, qui causent des décès. Parce qu'il y a des salariés plus vulnérables que d'autres. Ça, on n'en a pas encore parlé, mais moi, à mon sens, c'est ça. C'est qu'il faut aussi s'adapter en fonction du public. Les salariés les plus vulnérables doivent être priorisés sur les mesures à prendre. On n'a pas encore parlé de la climatisation, là, qui fait beaucoup débat, mais peut-être, je ne sais pas, c'est une idée, peut-être qu'il faudrait prioriser
certains bureaux avec de la climatisation pour les personnes les plus vulnérables. Je ne sais pas, c'est juste une idée comme ça. Mais on n'est pas obligé de mettre ça pour tout le monde. Par Ce qui est compliqué, c'est que là, on rentre dans une logique de cas par cas. Oui, mais ce n'est pas inadapté au droit du travail. C'est pas inadapté. Mais par exemple, à l'inverse, en hiver, vous n'exigez pas d'être chauffé à 25 degrés dans vos bureaux. Voilà. Donc, vous pouvez aussi peut-être accepter une température qui ne soit pas de 20 degrés en été. Voilà. Bien sûr. Donc, faut être logique. Il y a une forme d'intelligence collective aussi. Je pense, voilà. Après, ça dépend des lieux de travail, bien sûr. Quand on travaille dans une usine, c'est pas pareil que dans un bureau, clairement. Mais monsieur qui est boulanger, là, on voyait tout à l'heure, bon, je pense que même en temps normal, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc là, il fait appel au bon sens et c'est parfait. Vous avez parlé tout à l'heure des risques finalement qui sont quantifiés en fonction de ces alertes Météo France. On peut être en période verte, on peut être en période jaune, on peut être en période orange ou en période rouge. J'aimerais qu'on écoute les mots de la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, sur le sujet. Elle s'est exprimée sur la journée d'aujourd'hui. Pardon. Pour cette journée du 2 juillet, 12 départements sont sortis de vigilance rouge canicule. 4 départements restent donc en alerte rouge, l'Aube, le Cher, le Loiret et l'Yonne. 55 départements sont placés en vigilance orange et 20 en jaune. Avec une température moyenne de 22,2 degrés et une anomalie de plus 3 degrés, juin 2025 devient le deuxième mois de juin le plus chaud depuis le début des mesures en 1900, derrière le mois de juin 2003. Constat alarmant évidemment sur les températures qui ne cessent d'augmenter avec des pics de chaleur de plus en plus impressionnants. C'est ce que souligne la ministre de la Transition écologique. Et puis ce délicat retour à la normale. On était en ultra rouge sur tout le territoire français avec des zones orangées, avec la Bretagne qui restait un petit peu au vert. Là, on commence à revenir sur des seuils un peu plus acceptables à Paris et en Ile-de-France. On est en vigilance orange. Concrètement, ça veut dire quoi pour ceux qui nous écoutent, passer de vigilance rouge à vigilance orange? Je me rends compte que c'est un fourche-langue, vigilance. Très difficile à dire, pardon. Sur les conditions de travail entre hier et aujourd'hui, la majorité des salariés n'ont rien vu de différent en réalité. On sait que l'objectif qu'on avait fixé de plus 1,5, de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré ne pourra pas être atteint. Voilà, donc en connaissance de cause, aujourd'hui, parce qu'on est incapable de réduire suffisamment les émissions de gaz à effet de serre, j'entendais le président de la République qui expliquait que pour des raisons de compétitivité, on devait mettre un peu en pause cette politique de réduction. Donc on sait qu'aujourd'hui, il va falloir s'adapter dans le monde du travail, s'adapter sur le logement, s'adapter sur les transports. Et dans le monde du travail, je voudrais ajouter quelque chose, parce que c'est vrai qu'il y a des employés, des salariés qui sont bien plus fragiles. Et aujourd'hui, on a... Alors moi je suis en désaccord, mais le fait de travailler plus longtemps dans sa vie, on travaille plus vieux et en réalité on est beaucoup plus fragile face à la chaleur quand il y a des pics de température comme on est en train de le vivre aujourd'hui. Donc si on travaille plus longtemps aussi, on met plus en danger une grande partie des salariés également. Donc ce qu'expliquait finalement Emmanuel Macron, c'est qu'au vu de la situation économique, on allait devoir faire des efforts et donc peut-être limiter nos politiques écologiques de réduction de ces gaz à effet de serre et de ces... On disait tout à l'heure par rapport à la climatisation, il faut équilibrer, effectivement. Je voulais juste revenir rapidement là, sur l'histoire des couleurs. Oui. Passer de rouge à orange, bon, effectivement, au niveau juridique, il n'y a pas grand-chose comme différence. Par contre, dans l'autre sens, passer de jaune à orange ou de orange à rouge, maintenant, le Code du travail, tel qu'il est rédigé suite à ce décret, prévoit que l'employeur doit intensifier les mesures prises. Donc ça veut dire quand même quelque chose. Il doit tenir compte et il doit s'adapter à l'évolution d'un jour à l'autre. Donc ça demande une énorme flexibilité et une capacité de réaction que n'ont pas certaines entreprises. Oui, et à mon avis, un fort dialogue social. Je pense quand c'est possible. Oui, parce qu'on expliquait tout à l'heure aussi que le dialogue peut passer par les CSE d'entreprise. CSE, oui, les représentants, les salariés, tout simplement, si on n'est pas nombreux. Mais si on est sur un pic caniculaire de 3 jours, ça implique qu'il y ait discussion, négociation et solutions trouvées dans la journée. Et prévoir surtout. Et prévoir. Parce que maintenant on est au courant. Des bons gestes à adopter pour éviter de se mettre en difficulté, en danger. Comment est-ce qu'on reconnaît le moment où, en tant que salarié, en tant qu'indépendant, on se sent moins bien et donc il faut alerter sa hiérarchie?
C'est difficile de le dire? C'est compliqué parce qu'on a eu un exemple lundi où un ouvrier de 35 ans est mort au retour du travail en ayant dit a priori toute sa journée qu'il ne se sentait pas bien. Et en réalité, en fait, si c'est pas codifié, individuellement, c'est extrêmement compliqué. Si on travaille dans une toute petite entreprise, très souvent, en réalité, les salariés sont très attachés en fait à du travail bien fait, et donc ils se disent mais non, ça va passer. Donc il faut que ce soit codifié. Voilà. Pour éviter de rentrer dans une logique de l'intime, du personnel. Exactement. Moi, je dirais surtout que c'est à la médecine du travail, peut-être de prévoir un mémo, je ne sais pas, qui pourrait être diffusé au ministère de la Santé. Donc de la prévention. Oui, un mémo. D'ailleurs, c'est partie des obligations de l'employeur d'informer le salarié. Donc si on a quelque chose à diffuser, c'est facile, par mail. Et donc ça nous oblige à nous responsabiliser. Oui, il faut chacun doit se responsabiliser, bien sûr. On se quitte sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux en plateau de nous avoir informés sur ce sujet. Merci beaucoup à Marc Sanchez qui était avec nous en visio également. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. Aujourd'hui, on vous parle d'une idée géniale et d'une aventure amicale, celle du tribunal de poche et de la conférence Olivain. 10 copains amoureux des belles lettres qui s'attellent à mettre sur scène de faux procès d'auteurs. L'histoire aussi d'une très belle rencontre avec le Poche et Sylvain Tesson dont on va parler avec Aurélie Lambert. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes présidente du tribunal de poche, accompagnée en plateau de Dominique Abbas, vice-président du tribunal de poche. On est ravis de vous avoir tous les deux avec nous en plateau. Un mot déjà peut-être de la conférence Olivain. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est une des plus anciennes associations d'art oratoire en France. Comment cette aventure a commencé et comment se construit-elle au quotidien? Bonjour et merci pour votre invitation. Alors le tribunal de poche, c'est un objet théâtral non identifié où une fois par mois, une œuvre théâtrale, les personnages d'une œuvre théâtrale font le procès de leur auteur. Et exactement comme dans un vrai procès, les spectateurs jouent le rôle de juré et décident de condamner ou d'acquitter l'auteur. Donc ça, c'est pour le tribunal de poche. Voilà, c'est ça. Si on revient à l'initiative, aux origines, quel est le principe de la conférence Olivain? Alors effectivement, nous sommes tous issus de la plus vieille association d'art oratoire de France, qui est la conférence Olivain. La conférence Olivain, c'est un centre de formation à la vie publique et à l'art oratoire qui est né en 1874. Et chaque semaine, en conférence publique, on reçoit des personnalités issues du monde politique, économique, culturel. Et en outre, nous avons beaucoup de formations à l'art oratoire. En tout, c'est environ 250 événements qui sont organisés chaque année, donc quasiment un chaque soir. Et c'est à l'occasion d'un de ces rendez-vous, d'un de ces événements, que vous croisez Sylvain Tesson lors d'une soirée. Vous êtes réunis autour du sort de l'Arménie. Vous décidez de réinviter Sylvain Tesson à une conférence sur le thème des écrivains européens. Et là, vous commencez traditionnellement par un portrait de l'invité. Il vous dit non, faites plutôt mon procès. Tout à fait. Avec Sylvain, nous avons pleuré un soir ensemble sur le sort de l'Arménie et est né de cette rencontre merveilleuse ce projet de théâtre. Donc il me dit fais mon procès et j'avais plutôt prévu de faire son éloge, donc j'ai trouvé des griefs absurdes pour tourner en dérision tout ça. Et ça a tellement plu à Stéphanie Tesson qui était dans la salle, donc sa sœur qui dirige le théâtre familial repris de son père, qu'elle nous a invités à faire de ce portrait un procès d'1 heure. Et c'est là qu'est venue l'idée de faire faire au personnage des œuvres de Sylvain son procès. Donc La Panthère des Neiges en l'occurrence. Dominique Abbas, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous plaît dans cet exercice du procès? C'est que c'est irrévérencieux, c'est décalé. En même temps, c'est cette phrase qu'on aime bien entre nous, c'est la littérature, c'est sérieux, et ben nous non plus. Et c'est un peu ça, c'est qu'en fait, à la fois on parle de choses qui sont très profondes. On a fait le procès d'Antigone la semaine dernière. Oui, Jean Anouilh. Bon bah voilà, exactement, d'Anouilh, enfin de Sophocle et puis repris par Anouilh. Bon bah en fait c'est très sérieux Antigone, c'est le drame, c'est la question du rôle des individus dans la société, etc. Et en même temps, on l'a fait de façon complètement décalée parce qu'il y a aussi matière à en rire. Et je crois que les gens ils passent un bon moment. Et nous, on passe un super bon moment avec les gens et je crois que c'est vraiment ça qui fonctionne bien. Et c'est l'occasion évidemment de redécouvrir les belles lettres, des œuvres majeures, des auteurs et puis parfois aussi des personnages de la littérature. C'est le cas d'Antigone. C'est une manière finalement de prendre à contre-pied une œuvre aussi ou un auteur?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est une façon de poser une interprétation différente sur un personnage, d'explorer beaucoup de choses et de faire vivre cette œuvre autrement, humainement, en se demandant quels sont les ressorts psychologiques aussi parfois des personnages. Et si je devais être même plus exacte, c'est plutôt le procès du narrateur que de l'auteur en réalité. Donc finalement, c'est très intéressant aussi quand je pense à l'art oratoire, puisque ça demande de mobiliser toutes les méthodes, toutes les techniques qui font partie de l'art oratoire. C'est aussi un exercice qui est complexe. L'exercice du procès. C'est un exercice qui est complexe et c'est un exercice qui est vivant. Je parlais du public à l'instant. Oui. Ce qui est particulier au théâtre, c'est que le public est en fait dans le noir, donc on le voit très peu. Quatrième mur. Quatrième mur. Mais en fait, il n'y a pas de quatrième. Enfin, on casse le quatrième mur puisque le public vote, donc le public fait partie de nous. Oui, et puis le métier, aussi de celui qui mène un procès, c'est aussi d'aller chercher l'adhésion du public et donc finalement de le confronter aux différents éléments. Bien sûr, et il y a 3 piliers de l'art oratoire qui sont ce qu'on appelle l'éthos, le pathos et le logos. D'accord. C'est en gros à la fois le logos, c'est l'art de convaincre par les faits, le pathos c'est l'art de créer des émotions et l'éthos c'est ce qu'on arrive à créer comme ressenti et en fait on doit réussir à jouer tout ça en même temps en jouant entre nous, en même temps avec l'auteur, parce que souvent on a soit l'auteur qui est là, soit quelqu'un qui est lié à l'œuvre d'une façon ou d'une autre. L'auteur qui doit se défendre. Qui doit se défendre. Alors pour Sylvain Tesson, il s'est retrouvé menotté et embarqué parce qu'il était quand même accusé d'avoir face à la Panthère des Neiges. Voilà, il était quand même accusé d'avoir porté atteinte à la vie privée de la Panthère des Neiges, qui vivait sa vie et lui débarque. Droit d'auteur aussi. Et droit d'auteur en plus. Donc on est quand même sur un vrai contentieux. Qu'est-ce que ça donne sur scène pour le public? Vous avez parlé d'objets théâtrales non identifiés. C'est vrai que c'est quelque chose auquel le public n'est pas habitué. Quels sont les retours que vous avez des personnes qui sont assises dans la salle? On a de très bons retours parce que c'est de l'improvisation. Donc on joue aussi avec le public, on sent le public, on réagit avec le public. Et à la fin, on les fait voter. Donc il y a quelque chose de très interactif dans ce théâtre. Aussi dans l'ADN du théâtre de poche qui est profondément familial, joyeux, chaleureux. Et donc, on essaye de s'inscrire aussi dans l'essence de ce que porte Stéphanie Tesson dans le théâtre de poche. S'inscrire dans l'essence du théâtre de poche et puis dans une tradition, dans quelque chose qui nous a marqué évidemment à la télévision. Je vous propose qu'on regarde ça, ça va vous amuser. Déchiré par les contradictions insupportables de sa personnalité de demi-dieu vivant, moitié Chateaubriand, moitié Jean-Claude Bourret. Toute mon enfance a été bercée du chant désolé du romantisme. Moi aussi, passe-moi le poivre, moi aussi. J'ai appris tout enfant à comprendre la mouvance émotionnelle de cette errance éclairée de la pensée lyrique qui nous conduit naturellement à laisser prévaloir le sentiment sur la raison et l'imagination fertile sur la froide analyse. Si vous ne me suivez pas, je connais l'histoire belle. Le tribunal des flagrants délires de Desproges est quelque chose qui vous inspire ? Tout à fait. C'est l'esprit irrévérencieux, libre de Desproges, parfois politiquement incorrect. Cette liberté-là, on la chérit vraiment, donc tout à fait, elle nous inspire. C'est aussi un format ce qu'on propose qui rappelle la basoche. Les basochiens étaient sous l'Ancien Régime des groupes, une corporation d'étudiants et des gens de justice qui faisaient des facéties, des sotties, des farces. Donc il y a vraiment aussi cet esprit-là. Donc il y avait un roi de la basoche, une cour, etc. Donc on est vraiment dans cette... Vous vous inscrivez dans cette tradition-là. Alors on a parlé de Sylvain Tesson, on a parlé de la Panthère des Neiges, on a parlé d'Antigone. Vous vous êtes aussi attelé au procès de Jean de La Fontaine avec en face évidemment les animaux. Absolument. Est-ce que c'est finalement une matière qui est sans limite? Puisque là on parle, vous avez rencontré Sylvain Tesson, il y a quelque chose d'assez intime qui s'est noué. Antigone, on comprend aussi pourquoi. Jean de La Fontaine, ça paraît évident, mais ça se décline? Il faut dire que Jean de La Fontaine n'a pas voulu venir. Pas de bol. Il donne plus de nouvelles. On lui a envoyé un mail. Il n'a pas répondu. C'est ça. Et en fait, ça se décline à l'infini parce que il y a tellement d'auteurs que nous on aimerait faire. On lance aussi un appel. Si vous êtes auteur, vous êtes artiste et que vous avez envie qu'on fasse votre procès, écrivez-nous. On sera ravis de vous avoir sur scène pour peu que vous ayez de l'autodérision. Parce qu'en fait, on peut parler de tout. Enfin, la liste des auteurs. La matière est sans fin. Et la matière est absolument sans fin et on traite tous les sujets.
On parlait d'Antigone, on parle de la question du drame. En fait, Antigone est extrêmement d'actualité. Bien sûr. Ça n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Les fables de La Fontaine. C'est tous les vices des humains. Absolument. Quand on dit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, bon, c'est une notion que je peux appliquer à peu près dans la vie de tous les jours, parce que moi, on me dit souvent que je suis très beau, par exemple. Donc, vous voyez, voilà. Mais vous avez beaucoup d'humour. Je suis très drôle. Aurélie s'assure de l'intelligence de la troupe et je m'assure de l'humour à deux. Et on citait des proches avaient ce truc-là. Moi, je pense qu'on est né trop tard pour le tribunal des flagrants délires et qu'au fond, c'est. Vous auriez adoré? Ah, j'aurais adoré. Moi, j'ai grandi avec Louis Rego, avec sa journée d'un fasciste. Enfin, c'est des choses qui évidemment nous marquent. Et d'ailleurs, certaines de nos plaidoiries commencent par public chéri mon amour. Donc, comme faisaient des proches dans son temps. Donc, je crois que c'est aussi ça qui. Joli clin d'œil. Moi, je me demande si c'est pas plus intéressant justement d'aller chercher des profils comme Sylvain Tesson, qu'on a plutôt envie de caractériser sur un registre élogieux, plutôt que des gens qu'on aurait facilité à mettre à mal dans un procès. Est-ce que finalement un Jean de La Fontaine, un personnage comme Antigone, où il y a de la complexité, où il y a de la matière, c'est pas là aussi où c'est le plus passionnant? Il y en a qu'on aime détester quand même, qui dans le cadre d'un procès serait facile à aller épingler. Oui, tout à fait. Je pense que d'abord, c'est vraiment le procès du narrateur au fond, puisque c'est le personnage qui vient le critiquer. Et puis ensuite, je crois que l'auteur s'en sort toujours bien. C'est finalement à chaque fois un hommage qu'on déguisé. Déguisé, avec de faux prétextes pour le clouer au pilori pendant 1 heure et ensuite lui dire à quel point il est incroyable. À la rentrée, Tesson par les faits, en hommage évidemment à son ouvrage. Céline Rousseau? Probablement. Quelles sont les œuvres, les auteurs sur lesquels vous tablez? Peut-être refaire le procès de La Fontaine aussi, avec d'autres animaux de ces fables. D'accord. C'est inépuisable, comme vous l'avez dit. Et puis procès d'autres écrivains, morts ou vifs. Voilà, on est preneurs. On lancera bientôt aussi un appel. On prendra les contacts avec différents auteurs pour construire la suite. Et ça sera toujours au Théâtre de Poche, 1 fois par mois à peu près, avec toutes les informations sur notre compte Instagram, le Tribunal de Poche, et puis aussi sur le site du Théâtre de Poche. Avec un public évidemment au rendez-vous. Est-ce que ce public, il y a aussi la volonté d'aller le chercher, de l'amener sur votre amour des belles lettres, de lui faire redécouvrir aussi des œuvres et des auteurs? Est-ce que derrière, il y a cette volonté-là où vous vous inscrivez uniquement dans une logique d'art oratoire et de performance théâtrale? Ah, pas du tout, parce que si on voulait faire de l'art oratoire, on pourrait très bien en faire entre nous, dans un bar. Je crois que ça parlerait moins. Et ce qui est fabuleux là, c'est qu'on va au fond d'une œuvre et on interroge une œuvre. J'ai adoré mes cours de français au collège, mais c'est vrai que parfois c'est un peu long quand on lit Antigone, on analyse chapitre par chapitre. Là, en fait, on fait le même travail. Et d'ailleurs, on a des enseignants qui commencent à nous solliciter, qui nous demandent s'ils Génial, dans les classes, en effet. Voilà, parce qu'en fait, typiquement, le rôle de Créon, Démon, si vous avez la pièce en tête, en fait, on le re-questionne là. Et donc, c'est extrêmement vivant et ça permet de se poser des questions. Moi-même, je me suis posé des questions que je ne m'étais pas posées. Avant. Donc, c'est une relecture, finalement, aussi de ces textes. Ah oui. Absolument, et en fait c'est assez amusant parce que l'exemplaire d'Antigone sur lequel j'ai préparé la pièce, en fait celui que j'avais acheté il y a 10 ans quand j'étais au collège, et donc je l'ai ressorti. Génial. Et j'avais retrouvé les parties que j'ai surlignées parce qu'on avait joué voilà, et je me dis mais en fait ça j'ai pas pensé ça, mais en fait le garde que je jouais, en fait on est le garde dans la société d'aujourd'hui, et donc tout le développement. Et ça vous a fait cogiter, et ça fait évidemment cogiter le public, et c'est pour ça qu'on aime ces rendez-vous. Voilà. Le mot de la fin? Et puis c'est vrai qu'on travaille avec les ayants droit et les auteurs, donc on redécouvre en fait à chaque fois des choses inédites. Là dans le procès d'Antigone, on a redécouvert grâce à sa fille et à son beau-fils, des carnets qui n'avaient pas été publiés, par exemple, des choses comme ça. Merci beaucoup. Venez. Je me disais, il manquait un petit truc. Il faut venir, il faut voir, parce que comme c'est non identifié, il faut venir pour comprendre. Objet théâtral non identifié au Théâtre de Poche pour ce tribunal de Poche. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France, et on passe tout de suite à l'art de vivre. Au cœur du faubourg Saint-Honoré se trouve une table d'exception qui incarne avec brio l'art de la table à la parisienne et son âme. Gastronomie française traditionnelle de haute volée, service minutieux, une parenthèse intemporelle dans un patio très convoité, un lieu unique donc qui propose aussi des dîners œnologiques, moments d'exception et de partage dont on parle avec nos invités en plateau. Cécile Loctin, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice restauration Food and Beverage de Maison Blossom, accompagnée de Christophe Chotin, chef de la Maison Blossom. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Un mot du cadre peut-être avant de parler des dîners œnologiques en eux-mêmes. Comment est-ce que vous décririez tous les deux l'atmosphère du lieu, l'âme de cet espace qui illustre quand même, je trouve, beaucoup l'art de la table à la française, voire à la parisienne?
Absolument, vous avez entièrement raison. Déjà par la localisation, on est situé entre le Faubourg Saint-Honoré et Place de la Concorde, donc c'est vraiment un quartier vraiment typique de Paris. Ensuite, l'art de vivre à la française, nous sommes dans un ancien hôtel particulier, donc vraiment qui respire l'art de vivre à la française. Et c'est aussi dû au service et au service chaleureux et sincère dès l'accueil des clients que nous et nos équipes s'efforçons de leur donner à leur arrivée. Et vous y avez choisi et conçu une carte gastronomique inspirée de la plus pure tradition française. Des éléments comme la bouillabaisse, le château filet de bœuf, la tomate farcie, le coquelet rôti. En dessert, on retrouve des incontournables, le clafoutis cette saison, le soufflé au chocolat, la crème caramel. Comment est-ce qu'on travaille une carte comme celle-ci ? L'idée, c'est simple, c'est de remettre en avant justement tous les classiques de la cuisine française. C'est des plats aussi qui nous parlent depuis notre enfance, quand on est amené à pouvoir cuisiner avec nos grands-parents ou nos parents. C'est des plats qu'on voit à la maison. Et là, maintenant, l'idée, c'est de pouvoir justement les retravailler avec un côté, on va dire, où on peut mettre en avant des techniques de cuisine, mais ne pas oublier cette tradition et apporter beaucoup de générosité dans les plats pour que les clients, justement, puissent aussi avoir des souvenirs d'enfance. On va dire que tout ça, c'est une transmission, en fait, que l'on veut faire. C'est joli ce terme de transmission. Et puis, je comprends ce que vous dites entre, finalement, l'enfance, le rapport à ces goûts qu'on connaît, et puis derrière, la volonté d'emmener ces plats dans une autre dimension, une dimension gastronomique. Quel est le plat aujourd'hui de la carte dont vous êtes le plus fier? Celui qui, à votre sens, coche le plus de cases de ce qu'on vient de se dire sur le volet de la transmission, de la gourmandise, de la générosité? On a un concept de semainier, donc on a un plat qui change tous les jours. Ça c'est génial, c'est pour rythmer les plaisirs retrouvés. C'est toujours très malin le semainier. Exactement. Et le lundi notamment, on a le poulet basquaise. Ouais. Et ça c'est, on va dire que techniquement parlant, on a l'impression que c'est un plat qui est simple, mais en fait le fait de sublimer chaque élément fait qu'on a une composition d'un plat on a un assemblage au niveau des saveurs qui est incroyable. Et du coup, je pense que c'est un plat qu'on met en avant et qui fonctionne très très bien le lundi. Dans cette idée de promouvoir des moments d'exception, vous proposez maintenant des dîners œnologiques autour de votre amour du vin et de cette déjà très belle carte de vin que vous proposez. Pourquoi est-ce que c'est important ? Les dîners œnologiques, c'est très important pour moi, déjà pour la raison principale, c'est que je suis originaire de Bourgogne, comme vous le savez. Tout à fait. Donc voilà, j'ai grandi au milieu des vignes, au milieu des vins les plus réputés comme Corton Charlemagne, Clos Vougeot ou Romanée Conti. Quand j'ai commencé l'école hôtelière à Dijon, je suis vraiment tombée amoureuse et une grande passionnée du vin depuis cet âge. Et donc voilà, j'ai voulu... Encore une fois, transmettre, je crois. Exactement, on a voulu transmettre et permettre à nos hôtes de voyager un petit peu au milieu de tous les vignobles français qui sont pour moi les plus beaux au monde. Et en collaboration évidemment avec Chef Christophe, donc on choisit une région, on construit un menu, ensuite on choisit un domaine viticole, on a la chance de pouvoir accueillir soit le maître de chai, soit l'œnologue ou le sommelier, qui vient vraiment en collaboration avec Chef Christophe et moi-même. Et donc, ça permet d'avoir un moment de partage et de partage de connaissances de la part de l'œnologue et de Christophe. Et les clients adorent ça parce que c'est vraiment très convivial et très intimiste en même temps. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on est très fiers. On a fait la Provence la semaine dernière. On enchaîne à la rentrée sur Languedoc-Roussillon, Côte-du-Rhône, Vallée du Rhône, un petit retour en Bourgogne quand même pour finir sur un dîner au champagne avec la saison festive. Donc on est vraiment très très fiers et très heureux d'avoir lancé ce concept. Ouais. Moi, ce que je trouve formidable, c'est le fait de choisir une région de vin, derrière d'aller décliner avec le chef une carte qui a du sens, et puis de s'entourer de ces passionnés, de ces vignerons, de ces œnologues, pour aller rentrer dans une logique de partage. Qu'est-ce que vous inspire l'accord mets vin en tant que chef? Je sais qu'il y a une réflexion qui est forcément menée. Quelle est la vôtre? La réflexion qu'on va mener justement pour l'accord mets vin, c'est toutes les subtilités qu'on peut avoir au niveau des palettes aromatiques concernant les vins et les aliments, parce qu'on a des assemblages justement qui vont très bien marcher. Et en fait, l'idée avec tout ce choix qu'on peut avoir à disposition, c'est de trouver justement l'assemblage qui nous correspond le mieux et aussi par rapport à l'attente des clients que l'on a. Et donc à chaque fois, vous reconstruisez minutieusement un menu en fonction des vins qui sont proposés ?
Exactement, et puis après c'est aussi les idées, parce que entre, on va dire, l'idée de départ que l'on peut avoir et l'idée finale, ça peut changer. Donc les choses évoluent. Voilà, c'est tout un travail de recherche et de développement, un peu comme on va dire un maître de chai qui va constituer son vin. Mais ça doit être passionnant à travailler pour vous. C'est hyper riche en termes de créativité. Ah, complètement, parce que l'avantage de ce métier, c'est que, on va dire que la créativité, elle est infinie. En fait, les produits, on peut les retravailler sous différentes formes, les décliner sous différentes formes. Je suis persuadée que vous ne faites pas la tomate farcie comme je la fais à la maison, finalement. Par ailleurs. Elle est très bonne, cette tomate farcie. Justement, c'est bien ce que je dis, c'est qu'à partir d'un produit qui peut paraître simple, vous allez chercher à chaque fois les petits trucs en plus. Absolument. Et puis souvent, on dit que toute la complexité reste dans la simplicité. En fait, vouloir faire simple et justement bon et maîtrisé, c'est pas forcément justement quelque chose qui peut être le plus abordable. Évident. Exactement. J'aimerais qu'on parle aussi de votre sélection, puisque vous allez chercher des vignerons qui sont passionnés, des vignobles que vous avez sélectionnés selon un cahier des charges qui est évidemment exigeant, au travers de leur engagement, de respect aussi de certaines normes, sans tomber forcément non plus dans une obsession. Mais l'idée, c'est d'aller chercher des profils que vous avez aussi envie de valoriser. Ce qui était important pour moi, c'était vraiment d'aller chercher des petits producteurs, en fait, des petits producteurs pour faire travailler des gens passionnés, des gens qui sont dans le terroir et qui vraiment ont envie de partager leur passion et leur connaissance du produit. Et pour moi, c'est vraiment super important parce qu'après, ils viennent le partager avec nos équipes, ils viennent faire des formations, ils participent à ces dîners œnologiques. Et pour moi, c'est vraiment super important de travailler avec des petits producteurs. On a aussi fait un gros focus sur la biodynamie, sur le bio, etc. Parce qu'il y a beaucoup de préconceptions sur le sujet, il y a de l'information à apporter à ceux qui connaissent mal évidemment ces filières. C'est important aussi mais on est aussi là pour apprendre des choses quand on est convive, j'imagine. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que c'était vraiment important pour nous de s'entourer de producteurs qui ont vraiment l'envie aussi de venir partager avec nous et de transmettre toutes ces informations à nos équipes et à nos clients aussi. Alors quand on est invité à un dîner œnologique, à quoi ça ressemble ? Écoutez, c'est très convivial. Le premier qu'on a fait, c'était sur la Bourgogne, donc une grande table vraiment communale. On avait une vingtaine de personnes dans un esprit très convivial, avec un verre d'accueil pour un petit peu introduire le dîner. Ensuite, c'est un service en 5 temps. Donc le chef vient à chaque plat expliquer son plat. Et en parallèle, l'œnologue va expliquer le vin qu'on va déguster en même temps que le plat. Donc ça permet vraiment une interaction avec les clients. Les clients posent des questions. Ensuite, tout le monde déguste le premier mec, le premier vin, etc. Tout s'enchaîne. Et puis, au bout du 5e vin qu'on a essayé, c'est vraiment une ambiance très chaleureuse. Quel est le moment qui vous inspire le plus en tant que chef ? C'est le moment où vous déclinez le repas ? C'est le moment où vous regardez avec des petits yeux de souris comment c'est apprécié avec évidemment cette dégustation de vin qui vient avec ? Qu'est-ce qui vous parle le plus ? On va dire que les ambiances sont différentes parce qu'au début, on est un peu dans une phase où on est là, on va accueillir les clients. Donc eux, ils ont un peu cette curiosité aussi de savoir comment ça va se dérouler. Donc ils posent pas mal de questions. C'est expérientiel. Exactement. Donc c'est intéressant aussi de maintenir un petit suspense. Comme ça, ils vont voir comment le dîner va se dérouler. Et puis après, au fur et à mesure, c'est toujours intéressant d'avoir une interaction avec, on va dire, les plus curieux et pouvoir justement leur expliquer comment le menu a été établi. Donc ça crée un lien aussi avec le client. On n'a pas toujours quand on est en cuisine. Tout à fait. C'est aussi une organisation où on peut trouver justement le temps de prendre justement un moment pour aller voir les clients et ensuite rebondir en cuisine pour assurer un bon service. Un dernier mot, Cécile Lectin, comment est-ce qu'on peut y participer ? Mais écoutez, c'est très simple. Réservation directement avec Maison Blossom sur le site internet ou via The Fork également. Comme je vous l'ai dit, la semaine dernière, on a fait celui du mois de juin pour lancer la saison d'été et des rosés. D'accord. Le prochain sera disponible à partir du mois d'août pour fin septembre. Très bien. Et ainsi de suite. Mais en appelant soit le Sofitel Paris-le-Faubourg, soit Maison Blossom directement. Et donc, ce sont des dîners œnologiques mensuels ? Exact. Pour l'instant, c'est un rendez-vous par mois. Absolument. On a commencé en avril, on n'a pas fait en mai parce qu'il y a beaucoup de ponts, etc. Mais on a continué. Je vous le fais pas dire. Ouais, c'est un peu compliqué au mois de mai. Ensuite, on a continué en juin. Là, on fait une petite pause pour l'été parce qu'il y a. Et vous reprendrez en septembre. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler des dîners œnologiques de la Maison Blossom et puis de l'établissement par là même et de cet art de la table, cet art de recevoir, cet art de se retrouver autour des bonnes choses. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Moi, je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le Figaro TV. Une excellente soirée et à demain.
Hey, hey.